Bonjour à tous, à tout le monde ici présent pour cette journée passionnante sur le sujet de la médiation culturelle, les enjeux de transmission. Et moi, je vais vous parler surtout de cette expo Fake Images. Fake Images qui est une exposition voilà, ça marche, qu'on a montée à Malines, premièrement, à Caserne d'Ossun, qui est un mémorial, un musée et un centre de recherche sur la Shoah et les droits humains, situé sur le lieu de mémoire d'où ont été déportés 25 843 juifs et roms pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, du coup, dans notre mission, parler de l'antisémitisme historique, parler de ce sujet, c'est vraiment quelque chose de très naturel pour nous, mais on voudrait aussi faire, vu le nom de notre institution, le pont avec les droits humains en général, et de parler de plus que ces faits historiques et de parler à tout le monde d'aujourd'hui. Mais l'idée de Fake Images a quand même commencé d'une collection des objets et des images antisémites d'un survivant de la Shoah de Belgique, Arthur Langerman. Arthur Langerman, qui était bébé, enfant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a pu survivre la Deuxième Guerre mondiale dans une crèche à Bruxelles, mais ses parents ont tous les deux été déportés de la caserne de Sang, et son père n'a pas survécu, et sa maman est revenue après la guerre en Belgique, mais complètement traumatisée, blessée point de vue psychique et physique pour le reste de sa vie. Et lors du procès Eichmann, Arthur a commencé à collectionner des objets antisémites. Et il a probablement la plus grande collection des objets, des images antisémites du monde. Et il nous proposait de faire une exposition sur ce sujet-là. On n'était pas les premières à Caen, au mémorial de Caen. On a monté l'exposition Dessins assassins. Et comme vous voyez l'image à gauche, c'est de l'expo à Caen. Et à droite, vous voyez le catalogue de cette exposition. Mais cette image-là, c'est immédiatement aussi ce qui me faisait beaucoup d'angoisse parce que c'est des dessins assassins, c'est des dessins qui blessent, c'est des dessins qui ont été utilisés dans une propagande qui a mené à un génocide. Comment faire montrer ces images-là dans notre contexte sans faire l'inverse de ce qu'on voulait faire, sans faire plus de mal que du bien. Maintenant, je vais essayer de vous amener dans l'expo telle qu'on l'a montée à Malines. Donc voilà, on entre dans la caserne d'Ossun, dans le musée à Malines, pour voir l'exposition chez nous, telle qu'on l'a montée chez nous. Et vous voyez le même expo en haut, même si il y a quelques différences, bien entendu, parce que nous, on avait beaucoup plus de place. Et la première chose que je voulais marquer sur comment on a mis ce sujet en évidence, c'est par le titre et l'image de campagne. Vous voyez qu'on n'a pas utilisé une image antisémite parce qu'on ne voulait pas que ces images se transmettent sans le contexte nécessaire et qui pouvaient être mal utilisées. Un petit bémol sur l'image qu'on a utilisée quand même, ce qui est un faux image fabriquée spécialement pour l'expo chez nous, c'est que quand on l'a montée aux Nations Unies, qu'eux n'ont pas voulu mettre cette image-là en nous disant qu'ils étaient concernés de l'image négative que ça pourrait mettre sur les femmes. Donc on a appris en cours de route quelques autres sensitivités et quelques autres choses à prendre en considération. Et voilà, je vous en parle ouvertement pour partager ces idées. Vous voyez aussi que antisémitisme n'est pas dans le titre. C'est Fake Images, démasquer les dangers des stéréotypes. Pourquoi? Parce qu'on voulait aller au-delà de l'antisémitisme
historique, on voulait parler à un grand public, comme je vous ai dit, et donc on voulait analyser ces images historiques en analysant les mécanismes qui sont actifs derrière ces images stéréotypes. Et ces mécanismes, on les explique, mais avec des exemples contemporains de notre temps, parfois des exemples sur l'antisémitisme, mais également des autres faits de discrimination, le racisme. Et donc, on voulait aller beaucoup plus large pour vraiment parler de tous les challenges qu'on a dans notre monde aujourd'hui, point de vue discrimination, racisme, exclusion. Ce qu'on avait aussi comme peur, c'était que si des gens visitent un expo qui ne traite que des images antisémites et que les visiteurs peut-être ne sont pas au courant du monde juif, de la culture juive, qui ne connaissent pas quelqu'un qui est juif dans leur vie personnelle ou professionnelle, alors on introduit des images stéréotypes fausses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc on voulait surtout mettre en évidence l'image réelle des personnes du parti historique. Et donc on commence avec un mur de diversité où on voit des juifs dans toutes les cultures, dans tous les pays, vraiment pour montrer que les images stéréotypes qu'on va voir dans l'expo n'ont rien à voir avec la réalité, que la réalité est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe que ces images de propagande en font. Donc voilà, ça c'était pour accueillir les visiteurs. Donc on n'a même pas vu une image antisémite. On parle dans l'introduction de notre vouloir de débuter dans notre monde d'aujourd'hui, avec tous les challenges qu'on a aujourd'hui, avec le fake news, avec tous les stéréotypes, les images qui vraiment empoisonnent notre société, pour aller voir comment ces mécanismes de propagande, de théorie de complot et tout ont été utilisés dans la propagande et les images antisémites fin du 19e jusqu'à la fin du Deuxième Guerre mondiale, mais pour vraiment se munir comme société, comme individu, pour être plus alerte et de comprendre beaucoup plus comment fonctionnent ces mécanismes derrière ces images stéréotypes. On entre dans l'exposition en passant par des images où on se doute, mais est-ce vrai ou est-ce faux? On voit une vraie image et de l'autre côté, je ne sais pas ce que c'est. On voit l'image, non, ça ne fonctionne plus, voilà, une image d'une famille juive stéréotype. Et donc déjà, on montre clairement l'image des stéréotypes et l'image réelle, que c'est quand même assez différent. On explique aussi, avant qu'on entre dans l'exposition, et on le fait ici aussi, qu'on fait le lien entre l'explication de ces mécanismes et les exemples contemporains et les volets historiques avec ce signe-là, juste pour inviter les gens à voir un exemple, mais surtout en invitant les visiteurs à voir des exemples dans leur vie quotidienne ou autres exemples dans l'expo. Donc ce n'est que quelques exemples qu'on donne. On a aussi utilisé des guillemets, parce que quand on décrit des images stéréotypes, forcément, on utilise des mots qui incitent et qui renforcent ces stéréotypes. Le juif riche, c'est dans les guillemets, parce qu'on veut montrer qu'on n'entre pas dans le nous et vous et eux, les pensées qui polarisent, donc on ne veut pas que ça soit visible, donc qu'on soit quand même assez, qu'on se rend compte de ça quand on fait la visite. On a aussi utilisé la scénographie de Caen pour le volet historique, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des tables. Donc les images antisémites, donc les images là, qui sont des stéréotypes, sont mis à plat sur des tables Ikea, sur des chevalets
très bas, très, très près du sol, ou dans des vitrines beaucoup plus bas que d'habitude dans un musée, parce qu'on ne voulait pas que ces images antisémites, ces images stéréotypées d'une minorité soient mis dans le musée comme si c'était de l'art. Donc on ne veut pas l'élever dans un statut de l'art. Et donc dans l'expo itinérante, comme vous le voyez ici au deuxième étage, si on devait monter des images en grand en haut, on les a, je ne sais pas comment on dit en français, délavées, c'est un peu blanchi. Donc les vraies couleurs sont visibles que dans les petits formats, et les grands formats, on les a blanchis. Aussi pour ne pas inciter des gens à prendre des photos et à faire circuler ces images, parce qu'on connaît, on sait ce que ces images ont fait. Donc, mais alors, avant même d'aller dans les volets historiques, on va expliquer dans 4 volets des mécanismes. Donc, les 4 volets des mécanismes sont partout dans l'expo. On commence par en expliquant le fait que tout le monde a des stéréotypes et pense dans des stéréotypes. Et donc, par exemple, on a un exercice, je vais y revenir plus tard, ici, que les visiteurs entrent et ils sont invités à participer immédiatement et à faire leur réflexion eux-mêmes dès le début de l'expo. Donc, ça veut dire que les visiteurs peuvent voir les photos de ces 5 personnes et donner un chiffre qui on fait confiance au premier regard le plus. Et donc, on fait son ranking. On peut aller lire ce qui est derrière les photos après. Et alors, il y a une simple question qui suit. Est-ce que maintenant que vous avez lu, que vous sachiez plus sur cette personne, est-ce que vous gardez le ranking initial? Et donc, de cette façon-là, on ne donne pas une réponse correcte. Il n'y a pas de réponse correcte, mais on invite les gens à se rendre compte que ceci implique tout le monde. Tout le monde doit se rendre compte qu'on pense, on réfléchit, on organise le monde dans notre tête d'une façon ou d'une autre pour ne pas avoir un chaos complet, et que ce n'est qu'en avoir l'esprit ouvert qu'on peut se rendre compte de nos propres préjugés et des images stéréotypes qu'on a peut-être nous-mêmes. Le volet historique, contrairement aux mécanismes qui sont dans un vif rouge, vraiment en invitant les visiteurs à participer, à réfléchir, à prendre action, on a les volets historiques qui sont dans un beige et qui commencent en donnant une définition de ce que c'est l'antisémitisme, en incitant, en espérant d'inciter un dialogue pour être sûr et certain qu'on comprend les mêmes choses sur ce qu'on dit, et qu'il y a la possibilité d'avoir les zones grises et d'avoir des différentes opinions aussi. Il y a la chronologie sur l'antisémitisme qu'on a montré. Vous voyez ici ces vitrines basses, donc pas du tout comme on a l'habitude de les voir dans les musées. Et donc, si je continue un tout petit peu plus loin, ici, vous voyez aussi que chaque thème historique est introduit à nouveau par une image réelle des Juifs en grand. Donc, ce qui est une image réelle est en grand, et les images stéréotypes et antisémites sont en plat sur des tables. Et là, vous voyez aussi, on va du fin du 19e jusqu'à 45, on met aussi en évidence les médias, donc les réseaux avec lesquels ces images stéréotypes ont été distribuées. Donc maintenant, on a des médias très particuliers à ce moment-là aussi. Donc c'était les cartes postales, les journaux, les posters et tout. Et donc chaque période met en évidence les images antisémites de l'époque. Je vais maintenant assez vite vers le deuxième volet des mécanismes. Et vous voyez à nouveau ce rouge vif. Vous voyez aussi que pour les volets des mécanismes, on a travaillé avec des vidéos
des jeunes qui sont confrontés à la discrimination aujourd'hui, qui reflètent sur les thèmes qui sont traités dans cette partie-là. Et on donne aussi, fin de chaque volet des mécanismes, des outils très concrets de comment, qu'est-ce que nous, on peut faire, quels sont des outils faisables, pratiques qu'on peut prendre avec pour, si on veut être plus alerte. Donc, que faites-vous lors que vous êtes témoin d'un acte de discrimination? Voilà quelques conseils. Et donc, comme ça, on espère que c'est pas juste toute une explication historique, mais que c'est quelque chose qui parle à notre monde aujourd'hui. L'historique, donc on a aussi, je vais essayer de faire comme ça, voilà. Donc, je ne suis pas raciste, mais on explique aussi l'importance de réagir très vite et de réagir en bas de la pyramide, quand c'est encore des pensées ou du comportement et pas quand ça devient vraiment de la discrimination, de la violence ou un génocide. Et donc, du coup, ce sont des outils qui expliquent ces images antisémites du passé dans un autre niveau et quand même plus en invitant tous nos visiteurs à en réfléchir eux-mêmes aussi. Je vais retourner vers le début de l'autre étage. Voilà. Les volets des mécanismes, ici, vous voyez qu'on explique clairement la propagande, ce que c'est framing, les théories de complot et le fake news, en ajoutant toujours un exercice que les visiteurs peuvent faire pour voir avec des exemples contemporains comment le faire. J'ai dit aussi qu'on a fait attention aux différents médias de l'époque. Donc ici, on entre dans l'entre-deux-guerres, dans un volet historique. On a aussi fait attention aux différents publics auxquels ces images ont été, pour qui ces images ont été faites. Et un public était les enfants. Et donc des livres d'enfants, plein d'images antisémites et plein d'images racistes de l'époque nazie sont aussi montrés. Et donc c'est les médias, c'est les publics qui sont expliqués dans l'exposition. On voit clairement pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est le troisième volet historique, que ces grandes affiches, c'était la propagande de masse de l'époque qui est mis en évidence et qu'on montre clairement dans l'exposition. On termine par un dernier volet des mécanismes qui est l'humour. C'était aussi le volet le plus difficile parce qu'il y a toujours des excuses comme « mais c'est le contexte et il faut savoir » et tout ça. Donc, mais on l'a quand même fait et on termine l'expo avec un test pour les visiteurs. Est-ce que vous avez des cases dans la tête? Alors faites le test. Et donc ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que voilà, une exposition qui traite du sujet point de vue historique dans les détails d'une façon hyper bien réussie avec une scénographie qui est top. Nous, on a rajouté ces images réelles, on a voulu mettre ça en évidence parce qu'on trouvait que c'était tellement important. Et vu que nous, on a monté cette expo en pleine crise sanitaire, on a aussi présenté pas mal en numérique. Et donc, quand j'ai fait ces exercices comme donner votre ranking, comme j'ai expliqué dans mon exposé, alors il y a les gens qui donnent leur ranking. Et alors, la question clé, est-ce que vous restez avec le ranking maintenant que je vous ai expliqué qui sont ces personnes-là? La plupart des personnes changent leur ranking. Et ça veut dire que tout le monde s'est rendu compte, du coup,
que il faut quand même continuer à réfléchir, à avoir une idée critique sur ses pensées personnelles. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que moi, je trouve que les volets des mécanismes sont les volets qui nous aident le plus dans notre monde aujourd'hui. Et donc, dans ce premier volet, on explique, voilà, on peut penser des choses comme les hommes aiment le foot et les femmes le shopping. C'est des pensées. Mais ces pensées peuvent faire qu'on ne pose pas une question à quelqu'un qui est plus âgé sur une question d'IT, juste parce qu'on pense déjà, voilà, mais trop vieux, faut pas la peine de poser la question. Mais ça peut aussi déjà vraiment influencer notre comportement, que physiquement on réagisse et on croise la rue quand on voit des jeunes tard le soir dans la rue. Et surtout pour les groupes de minorités, ça devient quelque chose qui mène à la discrimination. La discrimination pour trouver un hébergement, pour trouver un job et tout ça. Et donc, du coup, c'est important de nous rendre compte de ces pensées de base avant qu'on va regarder ces images antisémites. Donc, mais on fait le lien parce que l'histoire, c'est bien pour aller voir comment ces mécanismes ont joué à l'époque et alors en invitant de chercher des autres images, des autres exemples dans des autres temps, dans des autres lieux et surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Et on a mis dans l'exposition des outils très pratiques, par exemple sur la propagande, les théories de complot, il y a des marqueurs de page pour un livre qu'on peut prendre avec 10 questions. Et si plus que la moitié s'applique à une image qu'on voit, bah, probablement c'est de la propagande. Donc, par exemple, une image qui encourage à penser ou à faire quelque chose, qui s'adresse à un public spécifique, où il y a un adversaire clair, une image qui joue aux émotions. Donc, on explique dans vraiment des points courts et pratiques comment on peut découvrir et la propagande et la théorie de complot. Et alors, on peut le faire avec des images de l'époque. Et on voit que ça peut se faire aussi avec un Mentimeter, mais ça peut se faire aussi en classe ou en groupe pour réfléchir sur ces images où on voit la laideur, les émotions, l'angoisse qui est là, le grand plan dans les théories de complot qui soit là. Et donc, et quand on a tout ça et qu'on a pu l'apprendre avec des exemples historiques, on peut aussi voir comment ces images aujourd'hui peuvent être analysées et aussi reconnaître des images contemporaines comme de la propagande et des théories de complot, par exemple. Et donc, ce qui est le plus important, je crois, dans la façon dont on a fait Fake Images, c'est en invitant les visiteurs à faire de l'autoréflexion, à prendre l'initiative eux-mêmes, donc pour faire de l'introspection eux-mêmes. Et donc ça, on fait aussi dans un projet qu'on a maintenant chez nous à Caserne de Saint-Jacques-Nanconte, qui invite à nouveau des gens à venir et à prendre action et à venir lire le nom d'un des déportés pour s'engager et vraiment avoir un lien personnel, quelque chose qui parle à vous, aux visiteurs personnellement, pour que ça reste dans nos têtes. Et donc voilà, je vous remercie pour votre attention et si jamais il y a des questions, facilement.